Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur l'invasion de la péninsule ibérique visigothique le 11 juillet 711. Les Omeyyades, au nombre de quelques centaines, défont les troupes de Rodrigue, le dernier roi wisigoth. Si modeste qu'elle soit, l'invasion va livrer aux musulmans la plus grande partie de la péninsule ibérique pendant près de 7 siècles. Vous voulez en savoir plus sur l'invasion de la péninsule ibérique? Venez avec moi. Depuis la fin du 7e siècle, la monarchie de Tolède traverse une grave crise tant au niveau politique que social, marquée par une instabilité dynastique. Les rivalités entre le roi et les aristocrates affaiblissent considérablement la capacité de résistance du royaume wisigoth, tandis qu'une part de la population a tout intérêt à un changement de pouvoir. En 711, lorsqu'une importante armée de berbères musulmans traverse le détroit de Gibraltar, le royaume wisigoth est donc partiellement vulnérable. Tariq ibn Ziyad à la tête des forces musulmanes pour mener la conquête de la péninsule ibérique du roi Roderick. À partir de 632, les tribus arabes se lancent dans une phase d'expansion en direction de l'empire perse sassanide, de l'empire byzantin et de l'Afrique du Nord. Après la retraite des Byzantins d'Afrique, les troupes musulmanes doivent se heurter à la résistance berbère emmenée par une femme, Kaena. Les Arabes rasent Carthage et fondent Tunis à proximité, cité destinée d'abord à être un arsenal. Un millier d'artisans chrétiens y sont acheminés d'Égypte pour construire une flotte destinée à lutter contre la puissante marine byzantine en Méditerranée occidentale. La crise de la monarchie visigothique est multiforme, sociale, économique, mais avant tout politique. Le roi wisigoth est à l'origine le premier des aristocrates, primus inter pares. Élu par ses pairs, la nature du pouvoir royal change dès la conversion de Récader au catholicisme en 587, qui marque une rupture dans l'histoire du royaume. En 687, le roi Ejika annonce qu'aucun homme ne pourra être sujet d'un aristocrate, uniquement sujet du roi. Ce même roi associe en 693 son fils au trône, contre les règles habituelles de transmission du pouvoir par voie élective. Ce fils, Witzea, accède au pouvoir et ne fait pas acclamer par l'aristocratie. Lorsqu'en 710 Witzea meurt, une crise éclate. Le duc de Bétique, Roderick, se fait acclamer par les aristocrates et prend le titre de roi wisigoth. Mais le fils de Witzea, Agila, est le roi légitime, ce qui marque une rupture et une grave crise légitime et politique. La crise politique se double d'une crise sociale. Les non-libres sont très nombreux dans l'Espagne visigothique et leurs conditions se détériorent fortement à la fin du 7e siècle. Avec les difficultés économiques, cette dégradation de la condition de non-libre explique les nombreuses fuites qui contraignent les souverains visigoths à prendre de sévères mesures pour les rattraper. Obligation pour la population de dénoncer les esclaves en fuite sous peine de voir infliger 200 à 300 coups de fouet. D'autre part, les persécutions s'accentuent contre les juifs. La législation anti-juif ne cesse de se renforcer, les juifs étant perçus comme le seul obstacle à l'unité du royaume. Ils se voient progressivement interdire d'avoir une épouse chrétienne, de posséder des esclaves ou des domestiques non juifs, d'exercer des charges publiques et de fréquenter les convertis. En 681, Hervige, au 12e concile de Tolède, décide de rendre le baptême obligatoire pour tous les juifs dans un délai de 1 an, sous peine d'un exil perpétuel, de voir ses biens confisqués et de voir le crâne rasé. En 694, Égica, lors du 17e concile de Tolède, réduit tous les juifs à la condition d'esclaves et décrète la confiscation de leurs biens. Cette politique n'est néanmoins pas appliquée rigoureusement partout dans le royaume visigothique, et il reste des juifs en 711 qui ont tout intérêt à un changement de pouvoir. Ce sont presque exclusivement des berbères qui sont envoyés en Espagne. Dirigé par un affranchi lui aussi berbère, Tariq ibn Ziyad, un personnage de religion chrétienne nommé Julien, gouverneur wisigoth ou byzantin de Tanger et de Ceuta, aurait incité les musulmans à traverser le détroit. Selon les sources arabes, il se serait lié d'amitié avec Tariq et aurait voulu se venger du roi wisigoth qui aurait mis enceinte sa fille alors à la cour de Tolède. Déjà en 710, un raid de pillage victorieux est mené par un chef berbère avec l'aide du comte Julien. Le printemps de l'année 711 voit le débarquement des berbères au nombre de 12 000. Certaines sources donnent d'autres chiffres, avec le concours du gouverneur Julien qui met à la disposition ses navires pour faire l'invasion de la péninsule ibérique visigothique.
Roderick, qui combat alors les Basques dans le nord de la péninsule, accourt à la rencontre des troupes musulmanes et subit une défaite écrasante sur les rives de Guadalate à proximité d'Algésiras le 19 juillet 711. Cette victoire de Tarig, où le roi wisigoth aurait d'ailleurs trouvé la mort, marque l'effondrement de la monarchie. Par la suite, Tarig remporte une seconde victoire sur d'autres forces wisigothiques près des Chijra et aurait vu venir à lui une foule de mécontents. Les Juifs du sud de la péninsule lui auraient apporté leur soutien en gardant notamment militairement certaines villes conquises pour permettre aux armées musulmanes d'aller batailler dans le nord. Une seconde armée arabe arrive dans la péninsule en 712. Toutes les villes sont prises sans grande difficulté, sauf Séville et Merinda, les seules deux grandes villes ayant opposé une grande résistance aux Arabes. Saragosse tombe en 714. Cette même année, Musa et Tarig sont rappelés à Damas par le calife, accusés de s'être accaparés d'une grande partie du butin. Les deux personnages subissent de durs traitements. Le premier meurt en 716, le second en 720 à Damas. En 714, il n'y a donc plus de pouvoir wisigoth en Espagne. Une petite partie de la population fuit dans les Asturies ou en Gaule, mais il s'agit essentiellement d'aristocrates. Les autochtones ne perçoivent pas l'ampleur du changement qui va suivre et demeurent sur place. Les chrétiens et juifs bénéficient d'un statut protégé, pouvant continuer à pratiquer leur culte et conservant leur liberté physique en échange du paiement d'un impôt spécifique. Les édifices religieux, églises comme synagogues, sont conservés, mais aucun nouveau lieu de culte ne peut être construit sauf circonstances exceptionnelles et extramuros. La résistance s'organise dans les montagnes du Nord, les Asturies. En 718, une armée musulmane tente de les déloger. Les rebelles menés par Pélage, le chef et son armée se sont réfugiés dans les gorges de Convodonga, où dans une grotte la Vierge Marie leur serait apparue, signe de la protection divine. Les forces de Pélage rejettent les envahisseurs. Cette première victoire des chrétiens marque symboliquement le début de la Reconquista. 3 ans plus tard, cette fois en Gaule, les forces musulmanes seront mises en déroute devant Toulouse. Le gouverneur d'Al-Andalus est tué pendant la bataille. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 11 décembre 711, on voit l'assassinat de l'empereur byzantin Justinien II et de son fils Tibère au cours d'une révolte menée par l'Arménien Philippikos. 4 jours plus tard, il devient empereur byzantin jusqu'en 713. Son avènement provoque des émeutes à Rome. C'est le début d'une période d'anarchie dans l'Empire byzantin de 711 à 717. En Italie, les troupes de Ravenne se révoltent, tuent l'exarque Jean Réciproque. Comme on l'a vu, l'invasion arabe de 711 change le cours de l'histoire de la péninsule ibérique. Depuis cette date, la péninsule ibérique est partagée entre deux civilisations, l'Orient musulman et l'Occident chrétien. D'un côté, l'Andalus, de l'autre, l'Hispania chrétienne. La péninsule ibérique est alors intégrée dans un bloc relativement homogène qui va de l'Indus à l'océan Atlantique. Malgré les fractionnements régionaux, on trouve partout la même religion, la même langue et la même loi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.